que mon contradicteur doit interroger les faits et l'actualité. Le 3 mars 2025, en conférence de presse, le président exécutif du Parti des peuples africains, Sébastien Dano Djedje, dans ses propos liminaires, lorsqu'il s'est adressé à la presse, a condamné les violences de Yopougon. Dire face à la nation ce soir que le PPACI n'a jamais condamné ces violences, c'est prendre des libertés qui ne sont pas tolérables avec la vérité. Premièrement. Deuxièmement, ma réaction est technique. Voilà. Elle est technique dans ce sens-là où la Côte d'Ivoire a des lois. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un corpus législatif qui vient de la France. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Des personnalités comme Moïse Lida Kouassi, qui a été un grand serviteur de l'État, et Kone Boubacar, des personnalités dont je suis solidaire aujourd'hui parce qu'ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas conformes aux lois, il faut appréhender nos lois, il faut comprendre nos lois, il faut interroger nos lois pour savoir dans quelles conditions un ancien membre du gouvernement qui est un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire et un ancien ambassadeur ainsi qu'un ancien président de la République peuvent être interpellés pour des faits qu'on leur reproche. La loi est claire, c'est la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005. En plus de cette loi, on a le Code de procédure pénale dans son titre 9, donc de l'article 648 et 657, qui définissent les modalités d'interpellation de ces personnalités-là. Et dans une des modalités, c'est de faire recours à l'Assemblée nationale ou au Congrès pour savoir si oui ou non on peut interpeller des personnalités qui ont servi l'État au plus haut niveau. Deuxièmement, Bayala, dans son storytelling, nous a dit tout à l'heure qu'il y a une machination qui est venue du ministre Lida Kouassi et qu'on a eu des aveux et tout ça. Je veux rappeler que dans la nuit du samedi 2 août au dimanche 3 août, des personnes ont été arrêtées dans des conditions déplorables. Sur la base de l'article 90 nouveau du Code de procédure pénale ivoirien, ces personnes-là ont droit à l'assistance d'un avocat ou à l'assistance d'un parent ou d'un ami. Ça n'a pas été le cas. Donc, quelle est la valeur probante des aveux qui sont obtenus dans ces circonstances et dans ces conditions? À ce jour, les avocats n'ont pas eu accès à leurs clients. L'état de droit, c'est un état dans lequel on respecte les règles qu'on s'est soi-même prescrit. Ce type d'agissement-là renvoie à ce qu'on appelle l'état d'exception, c'est-à-dire les états d'urgence. Est-ce que la Côte d'Ivoire a basculé dans l'état d'urgence pour qu'on prenne des libertés avec les libertés publiques ou est-ce qu'on doit suivre les règles de droit qui sont votées par les députés ou est-ce qu'on doit suivre ces règles de droit-là dont on a hérité de la colonisation française depuis longtemps? Ou alors on change carrément les règles de droit, nous créons un corpus judiciaire et juridique propre à nous, mais on ne peut pas dire que nous sommes un état de droit et ne pas fonctionner avec les règles qui ont été définies, qu'on a reproduites et qu'on reconduit dans le temps et dans l'espace. Merci Cédric Koné. Mais la question, c'est que ces deux personnalités sont citées par le procureur de la République et sont citées également par des personnes qui ont été interpellées lors de ces manifestations à Yopougon. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. L'aveu, c'est la reine des preuves. Mais on fait un aveu en droit de façon libre et volontaire. On ne fait pas un aveu sous la contrainte. À partir du moment où l'avocat des personnes qui ont été interpellées n'a pas pu avoir accès à ces personnes-là, quelle est la crédibilité de l'aveu? Bien. Et Eric Bayala, allez-y, vous avez demandé la parole. Mais justement, vous voyez, les gens sont en train de nous produire ici un prêchationnisme qui malheureusement ne peut pas accrocher l'intention et la compréhension des uns des autres sur un fait, sur des faits qui sont précis.
vous parlez d'assistance juridique, vous parlez de corpus, vous parlez de la procédure. Mais écoutez, dites-moi, depuis quand, pour saisir un terroriste, non. Les actes qui ont été commis sont des actes qualifiés des actes de terroristes. Et ceux qui ont posé ces actes-là, manifestement, avaient une intention très claire, créer la psychose au niveau national. Et ces actes-là sont graves. Mais est-ce que, parce que n'ayant pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, on peut forcément remettre en cause les faits dont tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que ceux qui ont été pris sont, oui ou non, les auteurs de ces faits? C'est d'abord là le premier problème. Avant que leurs aveux ne puissent bénéficier d'une certaine crédibilité, comme vous le voulez, selon la procédure que commande le droit, mais est-ce que ceux qui ont été interpellés sont, oui ou non, on appelle ça les véritables responsables des faits? C'est d'abord ça le premier problème. Si oui, dès lors que ce sont ceux qui ont créé ce chaos-là, qui ont été pris, qui sont les premiers responsables des faits, leur responsabilité ayant été interrogée par donc, monsieur le procureur, il en découle que, manifestement, les moyens qui ont été mis à leur disposition, ils ont donné donc l'auteur de ceux qui ont mis les moyens à leur disposition. Comment est-ce que cela a été pris? Mais la procédure ne fait que commencer. Et comme ces personnes ont été citées, et que dans une procédure qui se veut juste et normale, il faut donc les mettre sur mandat de dépôt pour ne pas que ces personnes-là puissent entraver à la manifestation de la vérité. Les enquêtes se poursuivent. Une instruction judiciaire, information judiciaire a été ouverte. Au terme de cette information, on verra bien si ceux qui ont été cités, leur responsabilité pénale est-elle engagée ou pas. En ce moment-là, on viendra nous dire qu'on a posé un acte manqué ou il y a eu une inconduite dans la procédure. Mais je tenais à dire ceci, que face à la rigueur de la loi doit s'appliquer avec fermeté. Bien. Alors, je reviens sur ce communiqué déféré ce lundi 11 août à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre les susnommés pour les faits d'actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicules et incendies appartenant à autrui. Alors, Dr Daouda Ouattara, réaction sur ces faits et puis comment interpréter la chronologie des faits rapportés par le procureur de la République? Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons cette enquête ou bien tout ce qui se passe concernant ce qui s'est passé à Yopougon. Alors moi, à mon niveau, je me posais un certain nombre de questions dont la principale est la célérité avec laquelle cette enquête est en train d'être menée et surtout l'interpellation qu'on appelle ça, du ministre d'État Kwasi Moïse et monsieur l'ambassadeur Koné Boubacar. Alors, vous savez, le samedi passé, ils étaient à la marche de Yopougon. Aujourd'hui, nous sommes au mardi. Ils sont déjà, bon, selon le communiqué, si on lit bien le communiqué, ils sont déjà sous mandat de dépôt. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que cette manière de faire ne peut pas faire croire que nous sommes en train d'avoir affaire à une chasse aux sorciers? Alors, pour le commun des mortels, ça pourrait sembler à une sorte de chasse aux sorciers. Alors que, comme je le dis, pour nous autres, que la justice soit faite, qu'il y ait une impartialité pas possible pour gérer cette question-là parce qu'il y va de la sécurité nationale, il y va de la sécurité de la population, des biens, des services et surtout il y va de l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Alors nous revenons de loin, comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus envie et même pas besoin de retomber dans certaines bassesses pour faire reculer l'économie du pays, le développement du pays et de façon globale le pays à tous les niveaux. Voilà. Donc pour moi, pour nous autres, mon interprétation, ma lecture de cette situation, c'est que nul n'est au-dessus de l'autre. Quelle que soit la fonction que tu as eu à occuper auparavant, si tu es accusé pour dès que quelqu'un fait, tu dois répondre devant la justice. Et si la justice décide que tu es innocent, tu seras relaxé. Et si la justice trouve que tu es qu'on appelle ça, tu es coupable, alors tu seras condamné et on va avancer parce que personne ne détient l'ACD de la Côte d'Ivoire, aucune famille, aucun nom, aucun leader d'ailleurs. Alors nous sommes tous égaux devant la loi. Alors
que chacun réponde de ses actes, mais que cela se fasse de façon impartiale le plus possible. Voilà, c'est ce que nous demandons. Alors, nous sommes rejoints par Dr Deroussimi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes consultant également, historien et politologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans cette partie, nous parlons du communiqué du procureur de la République dans laquelle nous voyons bien sûr le ministre Lida Kwasi et Kone Boubacar, ancien ambassadeur cité. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon, d'emblée, je pense que les actes pour lesquels ils sont mis en cause, je parle des actes, sont des actes à condamner. Voilà. Brûler des bus, s'en prendre à des véhicules, ce sont des actes à ne pas encourager. Voilà. Alors, étant en période électorale, avec le souvenir que tous les Ivoiriens ont de tout ce qui est crise électorale, je pense que la justice se doit de se saisir en utilisant tous les moyens dont elle dispose pour rétablir les faits. Cependant, il y a plusieurs coïncidences qui suscitent des interrogations. Voilà. On a comme l'impression, comme le disais tout à l'heure, que depuis un bon moment, la justice a un peu une célérité sélective, à telle enseigne que ce ne sont que les militants de l'opposition qui sont indexés. Si tel est que M. Lida et le diplomate Boubacar sont impliqués, je pense que les preuves seront données. Mais je pense que la procédure interpelle un peu. Je pense l'article 7 de la Constitution dit que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée au cours d'un procès. Et pendant ce procès-là, il faut qu'il bénéficie d'une défense indispensable. Ce n'est pas encore le cas. Alors le procureur, je peux dire que c'est l'accusation. De l'autre côté, c'est la défense. Donc il serait intéressant, pas qu'on remet en cause ou on doute la crédibilité du communiqué du procureur, mais il serait intéressant d'abord d'attendre que la défense, les avocats des prévenus se prononcent pour une analyse plus inclusive. Pourquoi ces courriers-là interpellent plus d'un? On a le procureur qui interpelle, dernièrement il a interpellé la population sur les questions des discours de haine et autres. Mais on a aussi l'impression que c'est dirigé vers un seul camp. Il y a M. Seredo, le ministre, qui a tenu par exemple des propos identitaires, je crois, en février 2025 dans le département de Koubli. Il est ministre délégué, il est cadre du parti au pouvoir, il est président du conseil général. Une plainte a été déposée par le docteur Osman Chérif, membre important de la JPDCI. Jusqu'alors, il n'y a pas de suite. Voilà. C'est bien beau d'encourager, je veux dire que l'initiative du procureur, quant à interpeller sur les discours de haine, est une initiative louable et encouragée. Mais il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est une initiative qui est sélective, c'est une chasse aux sorcières qui est exclusivement dirigée contre les partis d'opposition. Pour moi, c'est la problématique majeure. Une fois serait réglée, je pense que quand il y a une crise de confiance entre les citoyens et les institutions, particulièrement les institutions judiciaires, ça ne contribue pas impérativement à garantir la cohésion sociale. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Très bien. Alors, Cédric connaît, pour parler comme docteur Deroussimi, on a comme l'impression qu'il y a une coïncidence, il parle d'une célérité sélective, et puis la procédure qui interpelle. Est-ce que vous voyez cette situation de la même manière? Bien sûr. Alors, déjà, on va prendre les faits dans leur déroulé. Il y a eu... On fera rapidement en une minute. Oui, en moins d'une minute même. Vous. Et je l'ai dit dernièrement sur le plateau, il y a eu une casse, il y a eu brûlure de bus automatiquement sur Internet. On a commencé à avoir des trolls qui systématiquement accusaient l'opposition. Jusqu'à ce que dans la nuit du 2 au 3 août, on aille cueillir, voilà, c'est ça le bon terme, c'est même pas un terme juridique, on est allé cueillir des militants du PPACI chez eux. Tout à l'heure, mon co-contradicteur parlait d'acte de terrorisme, mais cette qualification-là, elle vient d'où? Elle vient du code pénal. Donc quand on prend une qualification dans le code pénal, on ne peut pas se défaire de la procédure. En droit pénal, le fond ne va pas sans la forme. Donc cette façon qu'on juge cavalière de faire là, c'est une façon qui n'est pas de nature à apaiser les tensions qui sont suscitées par des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Ça ne peut pas être une bonne façon de faire dans la mesure où tout le monde prêche la réconciliation nationale, tout le monde prêche état de droit, tout le monde prêche diplomatie. Non, il n'y a pas qu'un seul camp en Côte d'Ivoire qui doit être accusé de tous les maux et de tous les péchés d'Israël.
Il faudrait que cela soit clair une bonne fois pour toutes. La justice, c'est l'équité, ce n'est pas l'égalité. Voilà. Bien. Alors, Éric Bayala, allez-y. Oh, ben, je pense que, et justement... Une minute également. Oui, il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Mais je me dis que mes co-débatteurs parlent d'impression. Une impression, ce n'est d'autre qu'un sentiment personnel d'appréciation d'un fait. Et comme c'est une impression, je me garderai de vraiment me prononcer sur leur impression. Mais ce qui est juste et vrai, c'est que l'interpellation du procureur de la République ne se fait pas contre un seul camp. Il y a bien de militants proches du RHDP qui, sur des réseaux sociaux, ont tenu des propos discourtois, des propos attentatoires à l'ordre public qui ont été interpellés. On a même eu un militant, je pense qu'il est à Daloa, sans forcément le rattacher, sinon rattacher son militantisme à celui du RHDP, mais qui est sorti, qui a tenu des propos avec une maquette. Les enquêtes l'ont pris, il est sur mandat de dépôt. Donc, justement, n'ayons pas la mémoire sélective en ce qui concerne les faits. Le procureur de la République, c'est vrai, cela peut peut-être chatouiller votre aisance, mais souffrez qu'il a l'opportunité des poursuites. Il décide donc de poursuivre en fonction des charges que lui-même il apprécie. Et depuis la nuit des temps, c'est le rôle qui lui est dévolu selon les charges qu'il occupe en tant que procureur. Bien. Et donc ça, on ne peut pas le lui enlever. Merci Éric Bayala. Allez-y, docteur, une minute aussi pour terminer. Alors, moi, j'ai deux questions à poser. Non, vous n'avez pas de questions à poser, c'est un débat ce soir. Ce n'est pas à lui que je pose, mais c'est... Pourtant, je suis prêt à répondre si la question m'est adressée. Donc, deux problématiques que je soulève. En une minute, docteur. En une minute. La dernière fois, j'avais demandé ici à qui profitait la chiennerie qui a eu lieu à Yopougon. Alors, il n'y a pas eu de réponse. Alors, cette chiennerie ne va profiter à personne, puisque le véhicule de police qui a été caillassé, c'est un bien public. Le bus qui a été brûlé, c'est un manque à gagner. La psychose, cette psychose-là, elle est pour tout le monde, que tu sois du parti au pouvoir ou bien que tu sois du parti de l'opposition. Alors, la deuxième problématique que je vais soulever, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce sont seulement les cadres et les militants du PPACI qui sont mis aux arrêts. Cette question, je la pose aux juristes de Côte d'Ivoire et aux militants du PPACI et à tous les militants des partis politiques de façon générale. Pourquoi est-ce que ce sont ces cadres-là et ces militants-là qu'on arrête à ceux qui ont été interpellés sur la question. Bien, merci. Docteur, allez-y, une minute aussi pour terminer. Vous êtes la dernière intervention. Je voulais dire aussi que le procureur a l'opportunité, mais ça veut dire que tout ce qu'il dit est factuel. Hein. Pour preuve, même quand le procureur a l'opportunité de lancer un mandat et autres, celui qui est inculpé a un avocat. Et le procureur peut lancer une initiative et à la fin, la personne peut être innocente. Donc ce n'est pas parce que le procureur a lancé l'initiative que de facto, on parle d'équilibre. Il y a l'accès au niveau, il faut que l'accès au niveau de la justice soit égal. Parlons maintenant de mémoire sélective. Moi, je ne pense pas. J'ai posé un cas concret. Hein. À part le militant se réclamant du RHDP, il se réclame, qui a été interpellé. Souvent, on parle de M. Joël Nguessan. M. Joël Nguessan, bien qu'étant du pouvoir, a été interpellé parce qu'il tenait un discours qui était en faveur de M. Thiam. Hormis ces deux cas, on a M. Seredo qui a tenu son discours, qui est là, la plainte encore là. Donc, ce n'est pas sélectif, c'est effectif. C'est effectif ce qu'on dit. C'est ce que je voulais préciser. Merci. On marque une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie dans laquelle nous parlerons du